Le millionnaire ouvrit la porte de la salle de bain d'un coup de pied et resta paralysé devant la scène dans la baignoire plaquée or. Son fils, muet, portait un seau en plastique bon marché. La serveuse, trempée, éclaboussait de l'eau sur le visage du jeune maître. Quel genre de clown est-ce là? Sors d'ici, hurla-t-il, jetant ses affaires dans la rue, pensant humilier la dignité de son fils. Mais seulement 3 jours plus tard, il tomba à genoux devant l'écran de la caméra, voyant cet enfant sans âme se gratter la gorge et hurler un nom avec désespoir. Pourquoi un seau en plastique a-t-il accompli ce qu'une fortune ne pouvait acheter? L'histoire commence maintenant. Nous perdons 5 millions de dollars par minute. Monsieur Rivera, le cri désespéré du directeur financier déchira l'atmosphère froide et tendue de la salle de réunion de haut niveau dans le quartier de Santa Fe. Sur l'écran géant, les graphiques rouges tombaient comme des flèches hors de contrôle. Autour de la table en caoba, les visages vieux et puissants étaient pâles, suant amèrement. Mais Alejandro Rivera, le millionnaire technologique, n'entendait rien. L'homme de 45 ans, vêtu d'un costume noir fait pour égaler une fortune, restait immobile en bout de table. Il ne regardait pas les graphiques millionnaires. Il ne regardait pas ses partenaires piégés dans la panique. Ses yeux étaient rivés sur l'écran du minuscule téléphone dans sa main. Il y avait un autre monde là-bas. Un monde d'un silence glaçant. La caméra transmettait en direct depuis la salle à manger du manoir Rivera. Lucas, le fils d'Alejandro âgé de 10 ans, était affalé dans un immense fauteuil roulant. Mince, pâle. Ses grands yeux noirs fixèrent le vide, comme une statue de porcelaine sans âme. À côté de lui se trouvait Madame Martha, la gouvernante, une femme corpulente au visage marqué par la mauvaise humeur. Ouvre la bouche. Inutile. Le mouvement furieux de ses lèvres était évident sur l'écran. Bien qu'Alejandro ait désactivé le son, elle prit une cuillerée de soupe au potiron fumante et l'approcha des lèvres de Lucas. Sans attendre, sans demander. Le garçon ne résista pas, mais ne coopéra pas non plus. Ses lèvres restèrent encelées. La soupe se renversa. Le liquide orange jaunâtre et chaud coula sur son menton, s'égouttant sur sa chemise blanche, immaculée et coûteuse. Madame Martha s'arrêta un instant, puis jeta la cuillère dans le bol. Clac! Elle sortit une serviette et l'essuya durement, mais rapidement, comme si ce qu'elle devait effacer n'était pas une tache, mais une nuisance. La tête de Lucas s'inclina sur le côté. Son corps mince s'appuya silencieusement contre le dossier du fauteuil roulant. Le cœur d'Alejandro se serra. Un frisson lui parcourut le dos. Elle prit une deuxième cuillerée, cette fois plus pleine, sans forcer, sans crier. Elle laissa simplement la cuillère suspendue devant la bouche du garçon, d'une voix froide. Avale. Lucas resta silencieux. La cuillère resta là, comme un ordre qui n'avait pas besoin de contact physique, mais assez lourd pour étouffer la pièce. Clac, clac. Le son du métal, frappant l'émail des dents, semblait résonner depuis l'écran du téléphone. Alejandro tressaillit. Soudain, Lucas eut un spasme. Le bras du garçon se leva par réflexe. Paf! La petite main frappa légèrement le poignet de la vieille gouvernante. Le bol en porcelaine vola de la table. Crac! Des fragments de porcelaine se répandirent même sur le sol en marbre. La soupe chaude éclaboussa Lucas et tacha le devant de la femme. Madame Martha se leva d'un bond, le visage rouge et déformé par la colère. Elle leva la main bien haut. Un coup sec frappa directement la joue de Lucas. La tête du garçon tourna brusquement sur le côté. Dans la salle de réunion, Alejandro se leva soudainement. Poum! La chaise en cuir coûteuse fut repoussée, frappant le sol avec un bruit strident qui fit taire toute la pièce. Monsieur Rivera, le directeur financier, était stupéfait. « Où allez-vous »« L'accord. »« Sortez » hurla Alejandro. Sa voix résonna comme le tonnerre. Il jeta le téléphone sur la table en verre et sortit de la pièce comme une bête enragée, laissant derrière lui des millions de dollars s'évaporer et des regards stupéfaits. Il courut. Le long couloir qui reliait la zone des bureaux à la résidence du manoir semblait sans fin. Sa respiration était coupée. Son cœur battait fort dans sa poitrine, comme s'il voulait briser la cage thoracique et bondir dehors.
La double porte de la salle à manger apparut devant ses yeux. Poum! Alejandro ouvrit la porte d'un coup de pied. La scène devant ses yeux le laissa figé. Madame Martha était penchée, tenant un chiffon sale, pressant le visage de Lucas contre la table. « Tu as sali le sol que je viens de frotter. Déchet inutile. Tu ne sais que faire souffrir les autres. Lâche-le !» Le cri d'Alejandro la fit sursauter. Elle se retourna, le visage pâle en voyant Alejandro debout à la porte, les yeux brûlants de haine. « Oui, monsieur », murmura-t-elle, en reculant et en trébuchant contre le pied d'une chaise. « Le jeune maître. Oui, il s'est mal comporté. » Alejandro avança, chaque pas frappant le sol comme un marteau. Il l'attrapa par le col de sa chemise et souleva la femme corpulente, comme s'il s'agissait d'un sac de déchets légers. « Qui t'a donné la permission de toucher à mon fils ?» siffla-t-il entre ses dents, d'une voix pleine de menaces. « Je suis désolé. » Elle pleurait. Les larmes couvraient son épaisse couche de maquillage. « Ma main est partie. »« Ta main est partie. » Alejandro laissa échapper un rire moqueur, un sourire plus terrifiant que le rugissement. « Dehors, immédiatement. Sors de ma vue avant que je ne fasse quelque chose que je regrette. » Il la projeta vers la porte. Elle s'effondra, se releva en hâte et sans oser regarder en arrière, s'enfuit de la pièce comme si le diable la poursuivait. Le silence enveloppa la pièce instantanément. Seul restèrent le gémissement d'Alejandro et le bourdonnement froid de la climatisation. Alejandro se retourna. Lucas était toujours assis là. Sa joue gauche était rouge, marquée par les 5 doigts. Une trace de soupe orange était collée dans ses cheveux. Mais le garçon ne pleurait pas. Pas une seule larme. Ses yeux noirs étaient toujours grands ouverts, fixant le sol, vide, sans âme. Alejandro sentit son cœur se briser en morceaux. Il tomba à genoux à côté du fauteuil roulant. Son costume à $1000 se tacha dans la flaque de soupe sur le sol. Mais il s'en moquait. « Lucas !» Sa voix se brisa, tremblante. « Papa s'en veut. Papa est arrivé trop tard. Est-ce que ça fait mal ?» Il tendit la main pour toucher la joue de son fils. Mais Lucas se recroquevilla. Un très léger recul, mais suffisant pour couper le cœur du père comme une blessure profonde. Alejandro retira sa main. Il suivit le regard de son fils. Lucas regardait sa main droite. La main du garçon était étroitement serrée en un point. Drip, drip. Des gouttes d'un liquide rouge vif tombèrent sur les pansements blancs. Alejandro, terrifié, saisit rapidement le poignet de son fils. « Lucas, qu'as-tu là? Lâche ça pour papa. » La petite main se serra fort. Les veines bleues saillaient sur le dos de la main osseuse. Le garçon utilisait toutes ses forces pour s'accrocher à cet objet, comme si c'était la seule chose qu'il avait pour se protéger. Alejandro dut forcer pour ouvrir chaque doigt de son fils. Cling! Un morceau tranchant de céramique tomba au sol. Son bord était teinté de rouge. La paume de Lucas avait une coupure profonde. La chair était à vif. Le liquide rouge jaillissait en bulles. Mais le visage de Lucas ne changea pas d'expression. Le garçon regarda sa blessure puis leva les yeux vers Alejandro. Ce regard ne contenait pas de douleur. Ce regard était vide à l'extrême. Alejandro fut paralysé. Un courant d'air froid parcourut sa colonne vertébrale, plus froid que le plus froid des hivers. Le garçon n'était pas seulement muet, il était émotionnellement paralysé. Alejandro sortit rapidement le mouchoir de soie de la poche de sa veste et enveloppa étroitement la main ensanglantée de son fils. Le liquide rouge imbiba le tissu blanc immaculé. Il serra son fils contre sa poitrine, le serrant fort, comme s'il avait peur que le garçon ne s'évanouisse. « Il s'en va. »« Margaret » chuchota Alejandro, des larmes chaudes roulant sur ses joues et tombant sur les cheveux tachés de son fils. « Le garçon me quitte, tout comme toi, dans l'immense, magnifique et froide salle à manger du manoir Rivera. » Le père et le fils étaient assis là. Le père le plus puissant de Mexico, serrant son fils handicapé au milieu d'une flaque de soupe, désespéré. Seul. Alejandro leva les yeux et regarda directement l'objectif de la caméra de sécurité au plafond. L'œil électronique sans âme clignotait d'une lumière rouge, enregistrant toute cette impuissance. Il relâcha son fils. Il se leva, essuya ses larmes.
Le visage de souffrance disparut, remplacé par la cruauté froide d'un loup alpha acculé. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Martha est partie », dit-il d'une voix froide et sans émotion lorsqu'il appela le responsable des ressources humaines. « Cherchez quelqu'un de nouveau, immédiatement, et appelez l'équipe de sécurité pour emmener cette femme. » Il regarda Lucas. Puis il regarda autour de lui l'immense maison qui ressemblait à une cage. « Je veux installer plus de caméras. Dans chaque coin, je veux tout voir. Chaque souffle, chaque battement de cœur. » Il raccrocha. L'obscurité couvrit peu à peu la pièce. La vraie guerre venait de commencer. Flash. Le son d'un plan architectural grand format s'étalant sur la surface du bureau en ébène noir brillant. Le bureau d'Alejandro était au dernier étage du manoir, entouré de verre trempé, avec vue sur l'exubérant jardin de Lomas de Chapultepec. L'air ici était plus étouffant qu'une catacombe, reflétant l'une de ces histoires de millionnaires où la solitude règne malgré l'abondance matérielle. Alejandro était là, les mains appuyées sur le bord de la table, les yeux rivés sur le plan détaillé de la maison. À côté de lui se trouvait Martha, la responsable des ressources humaines, une femme de 50 ans. Elle portait un uniforme entièrement noir, le col boutonné jusqu'au menton. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon haut, étirant la peau de sa tête, sans qu'un seul cheveu n'ose quitter sa place. Son visage était sévère, austère, avec des lèvres fines, toujours pressées en une ligne droite. Elle était là, immobile, comme une statue de pierre gardant un mausolée. Son regard était aiguisé comme un couteau, se plantant directement dans les yeux de Martha. « Tu parles d'intimité ? As-tu vu la coupure à sa main hier ? As-tu vu comment il est resté silencieux quand il a été frappé au visage ?» Il frappa le stylo contre la table. « Clac ! Il n'a pas besoin d'intimité. »« Martha, il a besoin de sécurité. Si je ne le vois pas, des choses mauvaises le verront. Compris ?» Martha baissa la tête. Son regard parcourut rapidement le plan, cachant un regard complexe. « Je comprends. Monsieur, je les ferai installer immédiatement. Le système sera connecté directement à ma tablette pour pouvoir superviser le personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. » Bien. Alejandro fit un geste de la main. « Sors. » Martha s'assit, se retourna et partit. Le son de ses talons frappant le parquet était rythmé et froid. La porte de Robles se ferma. Clac! Dès que l'ombre de Martha disparut derrière la porte, Alejandro expira. Ses épaules se relâchèrent. Il ne lui faisait pas confiance. Il ne faisait confiance à personne. Alejandro alla vers l'immense étagère qui atteignait le plafond. Il tira un livre épais, rembourré de cuir marron. Il entendit un petit clic. L'étagère glissa sur le côté, révélant un coffre-fort encastré dans le mur. Il tourna la combinaison. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur. Il n'y avait pas d'or. Seulement un autre plan. Système B, c'était le véritable chef-d'œuvre de paranoïa et d'amour aveugle. Alejandro étala ce plan sur le précédent. Des points bleus partout, des caméras microscopiques de la taille d'une tête d'épingle, cachées dans l'œil de cristal de l'ours en peluche, Teddy dans le lit de Lucas, cachées au dos des livres dans l'étagère, cachées sous la table à manger, cachées dans le lustre en cristal. Ses yeux ne se connectaient pas à l'ordinateur de Martha. Il n'avait aucune seule ligne de transmission. La chambre secrète d'Alejandro. « Papa te protégera », chuchota Alejandro, posant son doigt sur l'emplacement du lit de Lucas sur le plan. « Même si tu me hais, même si le monde entier pense que je suis fou. » Nuit. 2 heures du matin. Le manoir Rivera était plongé dans une obscurité silencieuse. Dehors, le vent sifflait à travers les vieux décombres, créant des sons étranges. Mais dans la petite pièce située au fond du sous-sol, une lumière bleue dansait. Alejandro était assis là, autour de lui. Il y avait un mur d'écran, 30 carrés brillants, montrant chaque coin de la maison, la cuisine déserte, le couloir profond, le vestibule principal en silence, et au centre, le plus grand écran, la chambre de Lucas. L'image en noir et blanc de la caméra infrarouge était claire. Lucas dormait, ou plutôt, il était immobile. Les yeux de l'enfant étaient fermés, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait irrégulièrement. Soudain,
Lucas ouvrit les yeux. Ses grands yeux noirs s'ouvrirent tout grands dans l'obscurité, regardant directement le plafond, sans ciller. Alejandro retint son souffle, se penchant en avant. Lucas bougea. Il tourna la tête vers la droite. Sur la table de chevet, à 1 mètre de là, se trouvait un cadre photo en argent brillant. Sur la photo, la défunte épouse d'Alejandro souriait radieusement, serrant Lucas bébé. Lucas tendit la main osseuse, enveloppée de bandages blancs, tremblait en s'étendant vers la photo. Mais la petite table était trop loin. Lucas essaya de s'étirer. Il saisit le bord du lit, utilisant ses forces pour traîner son corps faible petit à petit. « Non », murmura Alejandro, s'agrippant au bord de la console de contrôle. « Ne fais pas trop d'efforts, mon fils. Sonne pour appeler l'infirmière. » Mais Lucas ne sonna pas. Il détestait l'aide. Il voulait toucher maman par lui-même. Lucas glissa du bord du lit. Il essaya de l'atteindre. Le bout de ses doigts n'était qu'à quelques millimètres du cadre. Et alors, le centre de gravité se déséquilibra. Le fauteuil roulant à côté du lit glissa un peu. Boum! Tout le corps de Lucas tomba sur le parquet dur. Une chute lourde. Alejandro se leva d'un bond, criant dans la pièce sans son. Lucas, sur l'écran. Lucas gisait face contre terre, immobile. Alejandro attendit. 1 seconde, 2 secondes. Lucas ne pleura pas. Le garçon bougea lentement. Il n'essaya pas de se lever. Il n'essaya pas de remonter sur le lit. Il se traîna simplement, traînant ses jambes atrophiées sur le sol froid. Il se traîna jusqu'au pied de la table. Il tendit la main. Il saisit le cadre photo. Il serra le cadre contre sa poitrine, recroquevillé comme une crevette sur le sol glacé. Et il resta là, immobile, seul. Alejandro regarda l'horloge. 2h15 du matin. L'infirmière de garde ne se montra pas. La caméra du couloir montrait le couloir vide. Alejandro saisit l'interphone, sur le point de hurler pour appeler Martha, mais son doigt s'arrêta. Il devait attendre. Il devait voir comment fonctionnait le système parfait de Martha. 5 minutes passèrent. 5 minutes aussi longues que 5 siècles pour un père. Alejandro regarda son fils, accroupi sur le sol, serrant la photo de sa mère. La douleur dans son cœur se transforma en furie. Finalement, la porte de la chambre de Lucas s'ouvrit. Une jeune infirmière, à moitié endormie, entra. Elle vit Lucas par terre. Elle sursauta et courut vers lui. Elle regarda autour d'elle. Puis, elle ramassa soudainement Lucas par les aisselles. Elle le rejeta sur le lit. Elle lui enleva la photo et la remit sur la table. Elle couvrit Lucas avec la couverture jusqu'à la tête. Elle éteignit la lumière et partit. Tout se passa en moins d'1 minute. Dans la salle de contrôle, Alejandro tremblait. Boum! Il frappa violemment le clavier. Les touches en plastique volèrent. Maudit bâtard! Hurla-t-il. Avec le rugissement d'une bête blessée prise au piège, le système de Martha était de la merde. Les employés étaient de la merde. Son argent était de la merde. Personne n'aimait son fils. Personne. Il ne voyait en lui qu'un morceau de viande. Un travail. Une charge en échange du salaire à la fin du mois. Alejandro posa sa tête sur sa main, qui saignait à cause de l'impact contre le clavier. Il avait besoin de quelqu'un de différent. Pas un expert. Pas une infirmière de haut niveau. Pas de ceux qui ont des diplômes accrochés au mur. Mais un cœur froid comme la glace. Il avait besoin de quelqu'un. Quelqu'un que Lucas ne voudrait pas laisser partir. Quelqu'un qui pourrait écrire une de ces histoires romantiques et chaleureuses pour la vie de son fils. Le lendemain matin, il superviserait personnellement le recrutement. Il jura sur l'âme de sa femme qu'il éliminerait tous ces hypocrites de sa maison. Sur l'écran noir et blanc, Lucas restait immobile sous la couverture. La main bandée de l'enfant apparut à nouveau, suspendue en l'air, comme essayant de saisir une main invisible, une main qui n'était jamais apparue ce matin-là. Le grand vestibule du manoir Rivera, entièrement pavé de marbre italien gris, devint un défilé d'hypocrisie. Les candidates pour le poste de soignante de Lucas étaient assises en une longue rangée sur des chaises tapissées de velours rouge. Elles étaient toutes habillées impeccablement, avec d'épais dossiers à la main, des infirmières en uniforme blanc, sans un seul pli, des thérapeutes psychologues,
avec des lunettes plaquées or, apparence intellectuelle et solennelle. Martha était assise derrière une longue table au centre du vestibule. Elle ressemblait à une reine sélectionnant des serviteurs, jetant un regard sournois à chaque personne. Alejandro était au 2e étage, appuyé sur la rampe du couloir, regardant vers le bas. Il voulait observer ce marché humain d'en haut. Il voulait voir leur vrai visage quand il pensait que le propriétaire n'était pas présent. Lucas était assis dans son fauteuil roulant dans un coin sombre du vestibule, près d'un immense palmier ornemental. L'enfant avait été abandonné là comme un ornement oublié, tandis que ceux qui venaient de s'occuper de lui étaient occupés à arranger leurs cheveux et à répéter des sourires industriels. Ensuite, la voix de Martha résonna, froide et haute, faisant écho dans le grand espace. Une jeune femme, très maquillée, fit un pas en avant. « Madame, j'ai une maîtrise en psychologie de l'enfant de l'Université nationale du Mexique. Ma thèse sur le traumatisme psychologique a été... » « Avez-vous un petit ami ?» l'interrompit Martha, ses yeux toujours rivés sur ses ongles. La jeune fille fut stupéfaite. Son sourire se figea. « Oui. Mais quel rapport cela a-t-il » Écarté. Martha fit un geste de la main comme si elle chassait une mouche. « Vous serez occupé à envoyer des messages à votre amant au lieu de surveiller le jeune maître. » Dehors. La jeune fille rougit de honte, ramassa précipitamment ses documents et partit sous les rires des autres. Suivante, une femme d'âge et de corpulence moyen prit les devants. « Je suis chef infirmière pédiatrique avec 15 ans d'expérience. »« Vous êtes trop vieille, » trancha Martha sans pitié. « Le jeune maître a besoin de quelqu'un d'agile pour le tenir quand il tombe. Pas d'une vieille femme qui a besoin d'être tenue. » Écarté. Suivant, Alejandro ferma les yeux. Martha ne cherchait pas la meilleure. Elle cherchait la plus inoffensive. Les personnes compétentes et ayant de la personnalité étaient éliminées par elle dès le début. Elle voulait maintenir sa position de monopole dans cette maison. À ce moment-là, crac, grincement, la lourde porte en chêne du manoir s'ouvrit avec difficulté. Une silhouette se glissa à l'intérieur, sans costume, sans uniforme d'infirmière. Une jeune fille mince, ses cheveux rassemblés en une queue de cheval en désordre. Elle portait un t-shirt décoloré avec le logo d'un groupe de rock démodé et par-dessus un tablier blanc taché de café et de farine, un jean troué aux genoux. Pas par mode, mais par usure. Isabella, une aide de cuisine de 24 ans, respirait avec difficulté. Le front en sueur. Elle avait couru depuis l'arrêt de bus à 2 kilomètres de là. Isabella regarda les tenues splendides. Son regard se posa sur les lustres en cristal, les statues de bronze et la foule élégamment vêtue qui la regardait comme une créature étrange. « Excusez-moi » parla Isabella, d'une voix légèrement tremblante, mais étrangement claire au milieu de l'atmosphère étouffante. « Pourriez-vous me dire où se trouve l'entrée de la cuisine ?»« Je viens pour l'entretien pour le poste d'aide de cuisine. » Tout le vestibule resta silencieux. Puis des rires sarcastiques s'élevèrent. Martha fronça les sourcils et se leva. Elle marcha pour se tenir devant Isabella. Sa haute silhouette couvrait la petite fille. L'oppressant. « Aide de cuisine », répéta Martha, d'une voix pleine de mépris. Elle se couvrit le nez théâtralement. « C'est le vestibule principal. Pequenaude. La porte pour les domestiques, c'est derrière, à côté de la poubelle. Et avec ce look, je n'oserais pas t'embaucher même pour laver la vaisselle. Tu as sali mon sol. » Martha pointa les vieilles chaussures en toile d'Isabella. Les traces de boue étaient marquées sur le marbre brillant comme une cicatrice. « Dehors! Immédiatement !» cria Martha. Isabella devint rouge de honte. Elle baissa la tête et murmura « Oui, je suis désolée. Je m'en vais tout de suite. » Elle se tourna en hâte, maladroitement. Sa main heurta violemment le bord de sa large poche. Pouf! Roc! Roc! Quelque chose tomba de la poche d'Isabella. Cela roula sur le sol de pierre. Une balle. Pas une balle de tennis ou une balle de golf haut de gamme. C'était une balle de jonglage bon marché, cousue avec des morceaux de tissu de plusieurs couleurs. Rouge, bleu, jaune. Un pauvre jouet d'enfant. La balle roula sur le sol froid.
Elle passa entre les pieds de Martha. Elle passa devant la rangée de chaises des candidates, qui faisaient des grimaces méprisantes. Et elle s'arrêta juste sous la roue du fauteuil de Lucas. Lucas, qui était resté immobile comme une statue de pierre tout ce temps, baissa lentement la tête. Ses yeux vides regardèrent la balle de tissu coloré qui gisait entre ses pieds. Ses couleurs étaient si vives, si chaotiques, si vivantes, au milieu de l'espace gris et blanc mortel de cette maison. C'était comme une petite étincelle tombant au milieu d'un hiver froid. La main bandée de Lucas, la main qu'Alejandro avait vue suspendue en l'air la nuit précédente, descendit lentement. L'enfant se pencha. Un mouvement lent, difficile, comme une machine rouillée essayant de fonctionner. Il ramassa la balle. Ses doigts minces touchèrent le tissu rugueux. Il pressa doucement. Mou, chaud. Pas froid comme le métal du fauteuil roulant. Pas glissant comme l'écran de la tablette. Ce n'était pas parfait. C'était déformé. Mais c'était réel. « Qu'est-ce que c'est » siffla Martha. Elle s'avança en se penchant vers Lucas. « Jeune maître, ne touchez pas à ces ordures. C'est plein de microbes. » Elle arracha la balle de la main de Lucas. Sas. Elle jeta la balle avec force au loin. Elle vola au-dessus de la tête d'Isabella. Elle frappa le mur et tomba dans un coin sombre. Hung. Hung. Un son étrange résonna. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas un hurlement. C'était un gémissement. Le son d'un petit animal dont on a pris le seul jouet, dont on a pris le seul espoir. Lucas se pencha hors de son fauteuil, manquant de tomber. Ses yeux s'ouvrirent tout grands, suivant la direction où la balle avait volé. L'envie était clairement visible dans ses yeux d'habitude morts. Et alors, il se tourna pour regarder Isabella. La jeune fille était là, recroquevillée, effrayée. Mais son regard vers lui n'avait aucune fausse pitié, ni curiosité morbide. Il n'y avait que de la compassion et un peu de chaleur sincère. Lucas leva sa main saine. Il saisit fermement le bord sale du tablier d'Isabella. Il serra fort, comme quelqu'un sur le point de se noyer qui s'accroche à un tronc au milieu d'une inondation. Isabella sursauta et baissa les yeux vers le garçon. Martha était paralysée, la bouche ouverte de stupeur. « Jeune maître, lâchez-la » cria Martha, se jetant pour essayer de dégager la main de Lucas. « Elle est très sale. Éloignez-vous d'elle. » Lucas secoua la tête violemment. Il serra encore plus fort. Ses doigts blancs s'enfoncèrent dans le tissu rugueux, tirant Isabella vers lui. Il enfouit son visage contre sa hanche. Il se recroquevilla dans le tablier, à l'odeur de farine, cherchant un refuge sûr face à la vieille sorcière. Au deuxième étage, Alejandro se redressa, son cœur chavira. Il l'avait vu. Il avait vu comment son fils avait regardé la balle et comment il s'était accroché à cette fille inconnue. C'était une réaction. C'était de l'émotion. C'était de la vie. Alejandro n'hésita pas une seconde. « Lâche mon fils. Martha !» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre venant d'en haut, tombant sur le vestibule, effrayant tout le monde. Alejandro descendit les escaliers. Vite, fort, déterminé. Chacun de ses pas était un ordre. Martha lâcha précipitamment la main de Lucas, reculant, pâle, en voyant Alejandro. « Oui, monsieur. Cette fille est une aide de cuisine. Elle est sale. » Alejandro passa devant Martha, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était qu'un tas de poussière insignifiant. Il marcha directement pour faire face à Isabella et Lucas. Lucas était toujours cramponné à la robe d'Isabella. Le garçon regarda son père avec un regard plein de méfiance et de défi. Il craignait que son père ne jette cette fille, tout comme il avait jeté tout ce qu'il aimait. Alejandro regarda son fils. Puis il regarda Isabella. Il vit les chaussures cassées, le tablier sale, le visage sans maquillage parsemé de taches de rousseur, mais il vit aussi la tendresse dans sa façon de rester immobile pour que son fils puisse s'accrocher. « Quel est ton nom » demanda Alejandro, d'une voix profonde. Isabella trembla. Elle avala sa salive, sans oser regarder directement dans les yeux de l'homme puissant. Isabella. « Monsieur. »
Isabella Morales. Sais-tu t'occuper d'enfants? J'ai 4 frères à la maison, murmura Isabella, d'une voix à peine audible. Je sais raconter des histoires, cuisiner de la soupe et jouer. N'as-tu pas de diplôme de médecin? Non, monsieur. N'as-tu pas de certificat de thérapie? Non, monsieur. Alejandro acquiesça. Il regarda la petite main de Lucas agrippée au tissu bon marché d'Isabella. C'était le seul diplôme dont il avait besoin. C'était la seule réponse valide. Il se tourna vers Martha, qui se tenait là avec une expression d'incrédulité. « Dites au revoir à toutes ces personnes », ordonna Alejandro, pointant la rangée de candidates qui murmuraient « toutes », immédiatement. « Mais, monsieur, elle n'est qu'une laveuse de vaisselle. Vous êtes embauché, dit Alejandro, se tournant vers Isabella, ignorant Martha. Le salaire est le double du poste d'aide de cuisine que vous alliez demander. Vous commencez tout de suite. Isabella ouvrit les yeux tout grands, la bouche bée. Qu'avez-vous dit? Mais, Alejandro se pencha, regardant directement dans les yeux de la jeune femme confuse. Son regard était froid, mais il contenait une supplique implicite. Votre mission est unique. Ne le laissez pas vous lâcher. Absolument pas. Clac. Le son d'Alejandro refermant la porte du bureau au 2e étage résonna sèchement. En bas dans le lobby, Martha resta seule parmi les piles de dossiers jetés. Elle regarda le dos mince d'Isabella, qui poussait maladroitement le fauteuil roulant de Lucas vers la zone commune. Elle ferma les yeux. Un regard froid, plein de calcul et de malice, brilla comme le venin d'un serpent. Une fille de la ville, maladroite, sans éducation. Oser entrer sur son territoire, oser attirer l'attention du patron et, ce qui est plus important, oser ébranler le contrôle absolu qu'elle avait sur Lucas? Très bien, murmura Martha, sifflant entre ses dents. Elle sortit son téléphone, pressa l'écran fort avec son pouce et envoya un message. Gardez un œil sur la nouvelle. Trouvez n'importe quelle erreur, aussi petite soit-elle. Je veux qu'elle disparaisse dans 3 jours. Quelques jours plus tard, le manoir Rivera était toujours froid, mais un vent étrange soufflait à l'intérieur, glissant à travers les fissures des portes fermées. Isabella ne ressemblait à personne ayant travaillé là auparavant. Elle ne portait pas l'uniforme blanc d'infirmière, comme la couleur du deuil. Elle portait un jean et un t-shirt, et des chaussures en toile confortable pour pouvoir courir à tout moment. Elle ne forçait pas Lucas à s'asseoir au bureau et à bafouiller des bêtises. Elle poussait le garçon au jardin, le laissait toucher le sol avec ses mains, le laissait sentir une chenille ramper sur une feuille. Elle ne chuchotait pas craintivement comme les domestiques. Elle parlait à Lucas comme à un ami normal. Parfois, elle plaisantait même avec lui. « Hé gamin, regarde ça !» Isabella pointa le ciel bleu. « Ce nuage là-bas ne ressemble pas à un taco géant. Je parie que c'est de la viande épicée. Et cet autre, c'est le Père Noël coincé dans la cheminée. » Lucas ne répondit pas, mais il leva les yeux. Et au fond de ses yeux, les nuages commencèrent à prendre forme. Cet après-midi-là, Martha dut sortir pour rencontrer un fournisseur de nourriture. Le manoir était calme. Alejandro était à l'entreprise en train de discuter stratégie. Isabella poussa Lucas vers la grande salle de bain du rez-de-chaussée. La pièce était aussi grande que l'appartement d'Isabella, couverte de marbre italien du sol au plafond, avec une baignoire hydromassante géante au centre comme un petit lac. Normalement, l'heure du bain était une torture. Les vieilles infirmières installaient Lucas dans un siège en plastique dur et le frottaient fort avec des éponges rugueuses. Elles versèrent de l'eau et le séchèrent rapidement comme si elles lavaient une voiture de luxe. Pas d'émotion, pas de communication. Mais aujourd'hui, Isabella ferma la porte à clé. Clac! Elle n'utilisa pas le siège de bain. Elle le jeta dans un coin, ouvrit le robinet et remplit la baignoire. La vapeur monta. Ensuite, elle sortit une bouteille de gel moussant à l'arôme d'orange. Elle versa une demi-bouteille juste sous le jet d'eau puissante. L'eau fit des bulles blanches. La mousse monta haut, débordant, gonflant comme des nuages de coton géants, avalant la surface de l'eau. « Voici l'océan de mousse !» s'exclama Isabella les yeux brillants. Elle porta Lucas
et le plaça soigneusement dans la baignoire. L'eau chaude et la mousse douce enveloppèrent le corps mince du garçon. Lucas ouvrit les yeux très surpris. On ne l'avait jamais baigné comme ça. C'était doux, ça sentait bon, et ça chatouillait sa peau. Isabella ne resta pas dehors. Elle retroussa son jean jusqu'aux genoux et entra dans la baignoire avec lui. Elle saisit le seau en plastique d'un jouet rouge vif qu'elle avait caché. Elle posa le seau sur sa tête. « Je suis le capitaine Borgne. » Isabella fit un clin d'œil avec un visage bourru et les joues gonflées. « Qui es-tu? Le marin Lucas ou le monstre des profondeurs ?» Lucas la fixa. Le seau rouge sur la tête d'Isabella avait l'air ridicule. Sa queue de cheval sortait du seau comme une vraie queue de coq, trempée et retombée. Isabella commença à marquer le rythme sur le bord en porcelaine de la baignoire. Poum, 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 pour marcher vers l'île au trésor. Les requins arrivèrent. Elle utilisa ses mains pour éclabousser l'eau. Des nuages de mousse blanche volèrent dans l'air, flottants et brillants sous la lumière du soleil couchant qui passait à travers les vitraux colorés. Un peu de mousse tomba juste sur le nez de Lucas. Le garçon plissa le nez. Son petit nez bougea. Atchoum! La mousse s'envola. Isabella éclata de rire. Son rire résonna dans toute la salle de bain. « Ha! Ha! Le monstre des profondeurs a été attaqué! Contre-attaque! Capitaine! » Elle fit semblant de glisser et tomba dans l'eau. La mousse éclaboussa son visage et ses cheveux. Le seau s'inclina sur le côté, couvrant ses deux yeux. Isabella sauta dans l'eau, agitant ses bras et ses jambes comme un canard sauvage. « Aidez-moi! Sauvez le capitaine! Je ne sais pas nager. » Lucas la regarda. Les muscles du visage du garçon bougèrent. La commissure de ses lèvres, qui était gelée depuis 3 ans, se courba légèrement vers le haut, et alors, un son étrange sortit de sa poitrine. Yoc, yoc, et ensuite, ce fut encore plus fort. Ha! 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 Puis, il explosa comme un barrage rompu. Ka! 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 Il riait, un rire cristallin, clair comme une cloche d'argent enterrée sous un sol profond et maintenant exhumé. Un rire incontrôlable qui secouait la petite poitrine mince. Lucas riait jusqu'à ce que ses joues deviennent rouges. Le garçon frappa l'eau avec ses mains. Clap! Clap! L'eau éclaboussa partout. Il attrapa un canard en caoutchouc et le lança avec force sur Isabella. Couac! Isabella refit surface. Elle enleva la mousse de son visage, surprise, puis riant joyeusement. « Ah, tu oses contre-attaquer? Très bien. » Les deux s'éclaboussèrent d'eau, riant dans l'énorme salle de bain. Le son de la vie, de la joie pure, remplit cet espace habituellement mort. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'ouvrit d'un coup. Alejandro resta planté sur le seuil. Il venait d'arriver à la maison. Il entendit le bruit et accourut. Son visage se durcit. Ses yeux froids parcoururent la scène devant lui. La baignoire en marbre de $1000 remplie de mousse de savon bon marché. Le sol inondé. Isabella, trempée avec un seau en plastique sur la tête, ressemblant à un clown. Et Lucas, son fils, au milieu de ce désordre, n'entendit pas le rire. Il ne vit que le chaos. Il ne vit que la dignité de son fils rabaissée. « Que faites-vous avec mon fils ?» Le rugissement d'Alejandro étouffa le son de l'eau qui coulait. Isabella sursauta. Le seau sur sa tête tomba bruyamment. Le sourire sur les lèvres de Lucas s'éteignit instantanément, comme une bougie soufflée par le vent. Alejandro entra, ses chaussures en cuir italien piétinant la mousse sur le sol. Il pointa du doigt le visage d'Isabella. Son doigt tremblait de colère. « Mon argent n'est pas fait pour que vous fassiez ces choses bon marché. Où croyez-vous être? Dans un cirque de rue. Mon fils a besoin de soins sérieux. Pas des plaisanteries d'une servante sans éducation. » Isabella resta immobile. Les larmes commencèrent à monter, se mélangeant à l'eau savonneuse qui lui brûlait les yeux. Elle voulait expliquer. Elle voulait dire que l'enfant venait de rire. Mais sa gorge était amèrement nouée. Lucas regarda son père les yeux grands ouverts par la peur,
Puis, il se tourna pour regarder Isabella, le regard de l'enfant, qui venait de s'allumer d'un peu de lumière, redevenait gris et vide. « Ramassez vos affaires immédiatement », ordonna Alejandro, d'une voix froide comme une sentence de mort, « et sortez de ma maison. Ce soir même. Je ne veux plus jamais revoir votre visage. » Isabella ne dit pas un mot. Elle se mordit la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Elle sortit silencieusement de la baignoire, trempée, dégoulinant sur le sol. Elle baissa la tête et passa en frôlant l'épaule d'Alejandro. La porte de la salle de bain se ferma d'un coup. Poum! Dans la pièce. Lucas restait assis là, au milieu de la mousse blanche qui semblait maintenant froide comme la neige. Le rire avait disparu pour toujours. L'enfant fixa la porte par laquelle Isabella venait de sortir. Ses deux petites mains se serrèrent en poing sous l'eau, les ongles s'enfonçant dans la chair. Ses yeux redevinrent sans âme. Mais au plus profond, une grande fissure venait de se former. La fissure du désespoir absolu. Comment croyez-vous qu'Isabella fera face au plan malveillant de Martha? Alejandro se rendra-t-il compte de la vérité avant que les choses n'empirent? Cette nuit-là, l'air dans le manoir Rivera était épais de froideur. Isabella était partie. Alejandro était assis à la table de la salle à manger. Le verre de whisky dans sa main était vide. L'image d'Isabella baissant la tête et partant. Et le regard vide de Lucas continuait de hanter sa tête. Il ressentait un vide indescriptible, semblable à une de ces histoires de millionnaires où la célébrité n'achète pas le bonheur. Clac! Le son de la tasse en porcelaine heurtant l'assiette tinta. Martha plaça une assiette de croissants fraîchement cuits devant Alejandro. L'odeur de beurre était parfumée, mais son visage était inexpressif. « Votre café ?»« Monsieur. »« Merci. »« Martha, » dit Alejandro d'une voix lourde comme le plomb. « Comment va Lucas ?» Martha arrêta sa main. Elle se redressa, les mains jointes devant son ventre, la posture parfaite d'une gouvernante professionnelle. Le jeune maître s'est déjà endormi. « Monsieur, je lui ai donné son médicament. » Elle fit une pause, regardant Alejandro du coin de l'œil. « Mais j'ai la responsabilité de signaler ce que je vois, même si cela peut vous contrarier. » Alejandro leva les yeux rouges de fatigue. « Qu'as-tu vu ?» Martha soupira. Elle sortit une tablette de la poche de son tablier. « Je sais que vous êtes très occupé et que vous faisiez confiance à mademoiselle Isabella. Mais il y a des choses qui se passent quand vous n'êtes pas là, et les caméras ne mentent pas. » Elle posa la tablette sur la table et la poussa vers Alejandro. « Regardez, s'il vous plaît, sur l'écran. » Il y avait une vidéo extraite de la caméra de sécurité du système A, le système public. Angle d'en haut, vers le couloir du 2e étage. Dans la vidéo, Isabella tournait le dos à Lucas. Elle tenait le téléphone, faisant glisser son doigt rapidement sur l'écran. Le fauteuil roulant de Lucas était garé juste au bord de l'escalier. Soudain, le fauteuil glissa. Il roula lentement vers les marches de marbre escarpées. Lucas vacilla, agitant les mains. Juste à ce moment-là, la Martha de la vidéo surgit d'une porte voisine. Elle courut comme le vent, saisit la poignée du fauteuil roulant et le tira juste avant que les roues avant ne glissent sur le bord de la marche. Isabella se retourna juste après. La vidéo se termina. L'écran devint noir. Alejandro resta paralysé. Il se sentait gelé. L'image du fauteuil roulant vacillant au bord de l'abîme se répétait encore et encore dans sa tête. « Quand est-ce arrivé ?» demanda Alejandro, baissant la voix, si froide qu'elle faisait peur. « Hier après-midi. »« Monsieur, pendant que vous étiez en réunion avec le conseil d'administration, » dit Martha d'une voix tremblante de peur. « Je n'ai pas osé le dire immédiatement de peur de vous inquiéter et de vous distraire du travail. Mais elle a été trop négligente. Elle était occupée avec son téléphone, envoyant des messages à son petit ami, alors que le jeune maître aurait pu se blesser gravement. » Elle laissa la phrase en l'air, permettant à l'imagination d'Alejandro de compléter ce tableau horrible. Alejandro serra le bord de la table, ses phalanges devinrent blanches. L'obsession de perdre son fils, sa faiblesse fatale, avait été activée. Et il y a plus,
ajouta Martha, baissant la voix. Je l'ai vu fouiller souvent dans votre bureau quand vous n'étiez pas à la maison. Et la montre Patek Philippe de la défunte madame. Ce matin, je ne l'ai pas vue dans le coffret à bijoux. Quoi? Alejandro se leva d'un bond. Poum! La lourde chaise en bois tomba au sol. La montre de sa femme, le souvenir le plus sacré. La seule chose qui conservait encore la chaleur de la femme qu'il avait le plus aimée au monde. « Qu'est-ce que tu dis » hurla-t-il, les yeux injectés de sang. Je n'ose pas affirmer qu'elle l'a prise. Martha recula d'un pas, visage effrayé mais regard acéré. Mais dans cette maison, à part vous et moi, elle est la seule nouvelle. Et elle vient des quartiers pauvres. Les gens disent souvent que le besoin crée le larron. Alejandro haletait. Sa poitrine se soulevait violemment, la fragile confiance qu'il venait de construire envers Isabella. Cette sensation chaleureuse en voyant rire Lucas. Tout s'était effondré sous le poids de la peur et des préjugés de classe. Il regarda par la fenêtre sombre. Aux yeux d'Alejandro, tout semblait brisé. Il s'était trompé en faisant confiance à une étrangère. Il avait laissé entrer le loup dans la bergerie. Tu as fait du bon travail. Martha, dit Alejandro, sa voix froide et cruelle, redevenant l'homme d'affaires de fer. Sors, je m'occuperai de ça. Martha inclina la tête, cachant un sourire de triomphe. Elle sortit silencieusement, laissant Alejandro seul avec sa furie. Cette nuit-là, Isabella ramassait ses affaires dans la petite chambre pour le service. La faible lumière jaune éclairait son visage, taché de larmes. Le petit sac en toile ne contenait que quelques vieux vêtements. On frappa à la porte. « Entrez », dit Isabella tout bas, d'une voix rauque. Martha entra, une enveloppe épaisse à la main. Son visage était sans expression. « C'est ton salaire. Et une petite compensation. Le monsieur ne veut pas que tu manques de quoi que ce soit. » Isabella regarda l'enveloppe. Puis Martha. Elle ne dit rien. « Et ceci, » continua Martha, plaçant un objet métallique brillant sur la table. La montre Patek Philippe avec diamant. Tu l'as oubliée dans la poche de ta veste en partant cet après-midi. Isabella resta paralysée. Elle regarda la montre, puis Martha. Ses mains tremblaient. « Non, je ne l'ai pas prise, » bégaya Isabella. « Ça ne m'intéresse pas de savoir si tu l'as prise ou non, » dit Martha d'une voix glaciale. « Le monsieur ne veut plus te voir dans cette maison. Ne reviens pas. » 2 gardes de sécurité corpulents entrèrent dans la chambre. Ils ne dirent rien. Ils se postèrent de chaque côté de la porte. Isabella regarda les 2 hommes. Puis Martha. Les larmes jaillirent. « Monsieur Rivera, s'il vous plaît, croyez-moi. » Isabella pleurait inconsolablement. « Lucas a besoin de moi. Ce soir. Il n'a pas pris son médicament. » Martha courba les lèvres. « Nous nous occupons de Lucas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Les 2 gardes avancèrent. L'un lui saisit le bras avec force. L'autre la souleva par l'aisselle. Isabella se débattait, criant « Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien volé. Sortez là !» ordonna Martha. Ils traînèrent Isabella hors de la chambre, le long du long couloir. En descendant les escaliers, Isabella essayait de regarder en arrière, criant de désespoir. « Lucas, Lucas !» Son cri résonna dans tout le manoir. Au 2e étage. La porte de la chambre de Lucas s'entr'ouvrit. L'enfant de 10 ans, assis dans son fauteuil roulant, fut témoin de tout à travers l'étroite fente. Il vit comment on traînait sa seule amie comme un animal. Il vit son père debout dans l'escalier, le visage froid et cruel. Il vit Martha derrière, souriant avec mépris. Lucas voulait crier. Il voulait appeler Isabella, mais sa gorge était amèrement fermée. La peur et l'impuissance étranglaient ses cordes vocales. Il frappa avec force la porte en bois. « Pomme! Pomme !» Mais personne ne l'entendit. Les cris d'Isabella et les cris des gardes étouffaient tout. Dehors, la porte principale du manoir s'ouvrit toute grande. Pof! Les gardes jetèrent Isabella sur les marches. Elle tomba de tout son long sur le sol de pierre glacée. Il commença à pleuvoir. Les gouttes de pluie lourde frappaient de son visage, se mélangeant aux larmes. La porte de chêne se ferma d'un coup devant elle. Poum! Le son de la porte se fermant fut comme un couteau coupant le dernier lien. Isabella gisait là,
sous la pluie, seul et humilié, à l'intérieur. Un silence terrifiant enveloppa tout. Alejandro était appuyé à la rampe de l'escalier, haletant. Il se sentait vide. Il se tourna pour regarder la chambre de Lucas. La porte était fermée hermétiquement. Là-dedans, une autre tempête se formait, plus violente, plus cruelle, et elle était sur le point d'éclater. Que croyez-vous qu'il arrivera à Lucas sans Isabella à ses côtés? Et Alejandro se rendra-t-il compte qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie? Cette nuit-là, la pluie de l'après-midi s'était transformée en une tempête violente. Le vent hurlait à travers les fenêtres, frappant les branches contre le verre comme des mains étranges, exigeant d'entrer. Dans le manoir Rivera, l'air était chargé de tension. Alejandro était assis dans le salon, le verre de whisky vide à la main. Il se servit le troisième. Le liquide ambré descendit dans sa gorge, brûlant, mais pas assez pour dissiper le froid qui se glissait dans ses os. L'image d'Isabella partant tête basse et le regard vide de Lucas continuaient de hanter son esprit. Il se demandait si une de ces histoires romantiques pourrait arriver entre lui et Isabella, et s'il pourrait réparer cette erreur. Cling. Le son du verre posé avec force sur la table en verre. En haut, la chambre de Lucas était d'un silence terrifiant. 6 heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient chassé Isabella. Lucas n'était pas sorti de sa chambre. Il n'avait pas dîné. Alejandro se leva, monta les escaliers. Les marches en bois craquaient sous le poids de l'homme. Il frappa à la porte de son fils. Toc, toc, toc. Lucas. Papa va entrer. D'accord? Pas de réponse. Alejandro tourna la poignée de la porte. Fermée de l'intérieur. Lucas. Ouvre-moi la porte. Je t'apporte le dîner. La crème de champignons que tu aimes tant. Silence. Alejandro colla l'oreille à la porte. À l'intérieur, il y avait un bruit étrange. Poum, poum, poum. Un coup rythmé, sourd, comme si quelqu'un frappait le mur. Le cœur d'Alejandro se serra. Lucas, que fais-tu? Ouvre immédiatement. Il frappa à la porte avec plus de force. Martha, apporte le double des clés. Vite! Alejandro cria vers le bas. Martha monta en courant, le trousseau de clés tintant dans sa main. Elle mit la clé dans la serrure. Clac! La porte s'ouvrit. La pièce était complètement dans le noir. Seuls les éclairs de la tempête extérieure éclairaient, par intermittence, créant des ombres qui dansaient follement sur le mur. Alejandro alluma la lumière. Clic. Le lustre en cristal s'alluma, et la scène devant ses yeux laissa Alejandro pétrifié. La chambre ressemblait à un champ de bataille. Les meubles étaient renversés. Livres et cahiers, déchirés, éparpillés sur le sol. La table de chevet basculée. La photo de sa défunte épouse gisait au sol, le verre brisé. Et Lucas, l'enfant n'était pas dans le fauteuil roulant. Il était assis par terre dans un coin, recroquevillé le plus possible. Sa tête frappait répétitivement le mur derrière lui. Poum, poum, poum. Son front saignait déjà. Ses yeux étaient grands ouverts, blancs, fixant le vide. Sa bouche était ouverte, émettant des sifflements doux comme ceux d'un animal blessé. Un anga. Un. Sang. Ses 2 mains griffaient frénétiquement sa propre gorge, laissant des éraflures rouges, comme s'il essayait de sortir quelque chose de sa gorge, ou essayait de se blesser. « Lucas !» hurla Alejandro désespéré. Il s'élança vers lui, tomba à genoux et serra fortement son fils. « Arrête! Que fais-tu? Lucas! Regarde-moi !» Le corps de Lucas était rigide comme du bois. L'enfant se débattait violemment dans les bras d'Alejandro. Il griffait. Il essayait d'échapper à son père. « Calme-toi. Mon fils. Je suis là. Papa est là. » Mais Lucas ne le reconnaissait pas. Dans les yeux de l'enfant à ce moment-là, il n'y avait que ténèbres et terreur. Martha était à la porte, se couvrant la bouche de la main, les yeux grands ouverts. « Que fais-tu là, planté? Appelle le médecin. Appelle les urgences maintenant. » hurla Alejandro à Martha, essayant encore de retenir son fils qui convulsait. Boum! Un tonnerre explosa dans le ciel juste au-dessus du toit. Tout le manoir trembla. Lucas fit un bond.
La peur atteignit sa limite. L'enfant utilisa toutes ses forces et poussa Alejandro avec force en arrière. Il se traîna. Il rampa sur le sol jonché de bris de verre. Le liquide rouge de ses genoux et de ses mains laissa une longue trace sur le tapis blanc. Il se traîna vers la fenêtre, là où Isabella avait l'habitude de se tenir pour le saluer chaque matin. Il s'agrippa au rebord, se leva pour regarder le rideau de pluie noire. Il n'y avait personne. Seule la nuit, engloutissant tout espoir. Lucas se retourna. Il regarda Alejandro, qui essayait de se lever. Il regarda Martha debout à la porte. Il les regarda avec les yeux d'une créature acculée, désespérée, plein de ressentiment. Sa poitrine se soulevait violemment, sa gorge se contractait. Les cordes vocales qui avaient dormi pendant 3 ans commencèrent à vibrer douloureusement comme si elles se déchiraient. Il ouvrit la bouche et cria. Un son rauque, brisé, strident, qui ne semblait pas humain. Ah, 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 ce. Ah, 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 ah. Alejandro resta stupéfait. Il resta pétrifié au milieu de la pièce. Ce n'était pas un gémissement sans sens. C'était un nom. Isabella. Lucas cria pour la 2e fois. Plus clair, plus douloureux. Isabella. Maman. Isabella. Le cri déchira la nuit, déchira le cœur du père, résonna dans la pièce, frappa les 4 murs, impacta directement la conscience d'Alejandro. Son fils avait parlé. Après 3 ans de silence, le premier mot ne fut pas papa. Ce ne fut pas une demande d'aide. Ce fut le nom de la fille qu'il venait de chasser. Maman. Le cri déchirant appelant maman accompagnait le nom d'Isabella. Après avoir crié, le corps de Lucas devint flasque. Il s'effondra au sol, s'évanouissant d'épuisement. Lucas. Alejandro accourut, serrant le corps inerte de son fils. Il le secoua. Il lui tapota la joue. Ses larmes tombaient sur le visage de son fils, taché de sang et de larmes. Mais Lucas avait sombré dans l'obscurité. Le lendemain matin, le son du médecin privé refermant sa sacoche sonna sec dans l'espace silencieux. J'ai injecté un sédatif puissant à l'enfant. Il dormira jusqu'au matin. Le vieux médecin ajusta ses lunettes, regardant Alejandro avec préoccupation. Mais Monsieur Rivera, l'état psychologique de l'enfant est en alerte rouge. Le choc est trop grand. Si cela continue, il pourrait s'autodétruire de façon permanente. Alejandro était assis sur le canapé de la chambre de son fils, la tête enfouie dans ses mains. Il ne leva pas les yeux. Il acquiesça simplement lourdement. « Merci, docteur. Vous pouvez partir. » Le médecin partit. Martha l'accompagna en bas. La pièce redevint silencieuse. Seule restait la respiration régulière de Lucas dans le lit et le son de la pluie crépitant dehors. Alejandro leva la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. Isabella. Maman. Le cri de Lucas continuait de résonner dans sa tête comme une sentence sévère. Pourquoi ? Pourquoi un enfant muet pendant 3 ans hurlerait-il le nom d'une personne accusée de vol ? Pourquoi l'appellerait-il maman ? Quelque chose ne collait pas. L'intuition d'un homme qui s'était battu sur le marché impitoyable lui disait qu'il manquait une pièce importante, ou qu'elle était cachée. Alejandro se leva. Il sortit de la chambre de son fils en marchant dans le couloir sombre. Il n'alla pas à sa chambre. Il alla au sous-sol. Il arriva devant la porte d'acier de la chambre secrète. Il introduisit le code. Bip, bip, bip. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, la lumière bleue du mur d'écran éclairait le visage émacié d'Alejandro. Le système de caméra B, le système dont Martha ignorait l'existence. Alejandro s'assit sur la chaise. Ses doigts tremblants parcoururent le clavier. Il avait besoin de tout revoir. Pas les vidéos que Martha lui avait données, mais la vérité nue enregistrée par les yeux cachés. Heure. Après-midi précédent. Lieu. Bureau, murmura Alejandro. Il rembobina l'enregistrement du moment où il découvrit la perte de la montre. Sur l'écran du système A, celui que contrôlait Martha, la caméra ne captait qu'un angle large depuis l'entrée. Mais le système B avait une caméra microscopique cachée dans la tranche du livre Guerre et paix. Dans l'étagère, juste derrière le bureau d'Alejandro. Alejandro retint son souffle. Il vit Martha entrer dans la pièce. À ce moment-là,
La pièce était vide. Elle ne nettoya pas. Elle alla directement au bureau. Elle ouvrit le coffret à bijoux de sa femme, qui était posé négligemment sur la table. Elle mit des gants de latex fins. Elle sortit la montre Patek Philippe. Puis, elle sortit dans le couloir. Alejandro changea pour la caméra du couloir. Système B, caché dans l'œil de l'ours en peluche décoratif sur l'étagère. Il vit Martha aller au porte-manteau des employés. Le vieux manteau de laine grise d'Isabella était accroché là. Isabella était dans la salle de bain. Martha regarda autour d'elle. Très vite, très professionnelle. Elle mit la montre dans la poche intérieure du manteau d'Isabella. Elle donna 2 petites tapes pour l'aplatir. Puis, elle enleva ses gants, les mit dans son tablier et descendit à la cuisine tranquillement, comme si de rien n'était. Cling. Alejandro jeta d'un coup le verre de la table au sol. « Vipère !» hurla-t-il. Mais ce n'était pas tout. Il rembobina la vidéo d'Isabella distraite, laissant filer le fauteuil roulant hier. La caméra du système B était cachée sous la console décorative du couloir, offrant un angle bas et un gros plan sur les roues du fauteuil. Il vit Isabella regardant son téléphone. Il fit un zoom sur l'écran du téléphone d'elle. Ce n'étaient pas des messages de chat. C'était une application de rappel de médicaments. Sur l'écran, on lisait clairement « 15 heures. Tonique cérébrale pour Lucas. Dose, un demi-comprimé. » Isabella n'était pas distraite. Elle travaillait. Et le fauteuil roulant, l'angle bas montrait le bout d'une chaussure noire brillante dépassant de derrière la porte du débarras voisin. Ce bout de chaussure poussa doucement la barre transversale du fauteuil, une force juste suffisante pour pousser le fauteuil vers l'escalier. Ensuite, la propriétaire de cette chaussure, Martha, surgit à la rescousse comme une déesse. Alejandro se prit la tête, il s'ébouriffa les cheveux. On l'avait trompé. Il avait été manipulé comme une marionnette stupide par la femme à qui il confiait toute sa famille, et par cette stupidité, il avait chassé la seule personne qui aimait vraiment son fils, la seule qui lui avait apporté des rires. Il avait humilié la bienfaitrice de son fils. Il lui avait jeté de l'argent au visage. Il l'avait poussé à la rue, au milieu d'une tempête. « Qu'ai-je fait » gémit Alejandro. Le remords surgit, serrant son cœur plus douloureusement que n'importe quelle blessure physique. Il regarda l'écran, où Lucas gisait dans le coma sur le lit d'hôpital, et l'image d'Isabella trempée par la pluie, hurlant le nom de Lucas alors qu'on l'emmenait. Alejandro se leva d'un bond. Il ne pouvait pas rester là à se tourmenter. Ce serait une longue nuit. Quand le soleil se lèverait, justice serait faite, et il devrait commencer le voyage de rédemption le plus difficile de sa vie. Il saisit le téléphone. Il composa une série de chiffres. « Chef de police Rodriguez », dit Alejandro d'une voix froide et tranchante comme un scalpel. « Je veux signaler un crime, un vol majeur, et un cas avec des signes de maltraitance infantile. Le coupable se trouve en ce moment même dans ma maison. Tôt ce matin-là, la lumière du soleil matinal entrait par la fenêtre de la grande salle à manger. Mais elle ne dissipait pas l'atmosphère froide de l'intérieur. Martha mettait la table. Elle fredonnait une mélodie joyeuse, exceptionnellement animée. La rivale avait été éliminée. Le patron était effondré. Le pouvoir dans cette maison était revenu totalement entre ses mains, comme dans une de ces histoires de millionnaires, où ceux qui entourent le protagoniste n'attendent que l'occasion d'usurper le pouvoir. « Bonjour. »« Monsieur », sourit Martha en voyant Alejandro entrer dans la salle à manger. Alejandro portait un costume gris cendre, impeccable jusqu'au dernier pli. Son visage était froid, sans montrer aucune émotion. Il s'assit en bout de table. « Comment va le jeune maître Lucas ce matin » demanda Martha en servant le café. D'une voix feinte d'inquiétude. « J'ai contacté une infirmière professionnelle de Suisse. Elle a des diplômes supérieurs. Elle est très stricte et disciplinée. Elle sera sûrement mieux que cette fille de village. Assieds-toi. »« Martha, » dit Alejandro. Sa voix était grave et monotone, mais elle avait un poids invisible. Martha s'arrêta. « Excusez-moi. Qu'avez-vous dit ?»« Monsieur, je t'ai dit de t'asseoir. » Alejandro pointa la chaise d'en face. « J'ai un film que je veux que tu vois avant le petit déjeuner. » Martha parut un peu confuse, mais elle garda son sourire professionnel, tirant la chaise pour s'asseoir. « Le monsieur a envie de voir un film ? Comme c'est étrange. » Alejandro ne répondit pas. Il prit la télécommande et pointa l'écran TV de 80 pouces monté au mur. « Bip !»
L'écran s'alluma. Ce n'étaient pas les nouvelles du matin, ce n'était pas un film de Hollywood. C'étaient des images en noir et blanc d'une caméra de sécurité. Le sourire sur les lèvres de Martha se figea. Sur l'écran, elle, Martha, se tenait dans le bureau d'Alejandro. Elle portait des gants de latex. Elle ouvrait le coffret à bijoux de sa femme, qui était posé négligemment sur la table. Elle prenait la montre. Le visage de Martha sur la vidéo se voyait clairement, froid, cupide. Martha était assise à la table de la salle à manger, livide. La tasse de café dans sa main tremblait violemment, cognant contre la soucoupe. Ceci, bégaya-t-elle. Alejandro ne dit rien. Il pressa le bouton pour changer de scène. L'écran montra le couloir. Martha glissant la montre dans la poche d'Isabella. Suivant, la scène d'elle poussant du pied le fauteuil roulant de Lucas. Cling. La tasse de café tomba de la main de Martha, se brisant sur le sol de pierre. Le café chaud éclaboussa son uniforme entièrement noir. Elle se leva d'un bond, repoussant la chaise. « C'est faux. C'est un montage. » hurla-t-elle, d'une voix aiguë par la panique. « Monsieur, quelqu'un a utilisé la technologie pour me nuire. Je vous ai été loyal pendant 20 ans. J'ai élevé le jeune maître depuis tout petit. » Alejandro se leva. Il marcha lentement vers elle. Chacun de ses pas était comme le compte à rebours d'une bombe. « Loyal ?» demanda-t-il, d'une voix froide comme la glace. Il jeta un dossier épais sur la table. Les papiers volèrent. « Voici l'historique de tes appels avec l'ancien psychiatre. Tu lui as demandé de prescrire une dose de sédatif 2 fois plus élevée pour un enfant de 10 ans, pour qu'il soit obéissant, ou pour qu'il soit abruti et dépende de toi pour toujours. » Martha recula, butant contre le mur. Elle n'avait pas d'échappatoire. « Vous me surveillez, » murmura-t-elle, les yeux montrant une peur extrême. J'étais aveugle. Martha. Alejandro se tint devant elle, grand et terrifiant. J'ai fait confiance aveuglément à une vipère comme toi. Tu n'avais pas seulement l'intention de voler mes biens, tu avais l'intention de voler l'enfance de mon fils. Tu lui as volé sa voix. Tu as détruit le seul sourire que j'ai trouvé en 3 ans. Non, je l'ai fait pour le bien de la famille. Tu l'as fait par cupidité, rugit Alejandro. Tu avais peur qu'Isabella prenne ta place. Tu avais peur que, si mon fils se rétablissait, tu perdes le contrôle de cette maison. Poum! La porte de la salle à manger s'ouvrit d'un coup. 4 policiers firent irruption. Madame Martha Stone, vous êtes en état d'arrestation pour vol, indice de maltraitance infantile et mise en danger délibéré d'une personne. Le chef de police lut le mandat d'arrêt, lui passant les menottes. Martha se débattit follement. Le masque de respectabilité se brisa, révélant sa nature vulgaire. « Lâchez-moi. Je ne suis pas coupable. Ce morveux est une ordure inutile. Il est malade. Je ne faisais que l'aider. » Elle se tourna vers Alejandro, hurlant en postillonnant. « Vous le regretterez. Votre fils ne sera jamais normal. C'est un cas perdu. Personne ne le supportera à part moi. » Alejandro la regarda alors qu'on l'emmenait, sans que son regard ne vacille. « Tu te trompes, » dit-il, baissant la voix, pleine de tristesse mais ferme. « Il n'est pas inutile. Il est le seul à t'avoir vu tel que tu étais dès le début. Et maintenant, il peut déjà parler. » Les cris de Martha s'estompèrent, puis s'éteignirent derrière la porte. La pièce redevint silencieuse. Mais Alejandro ne se sentait pas satisfait. Il ne sentait pas la victoire. Il ne sentait qu'un vide infini. Il avait éliminé la tumeur. Mais la blessure était toujours là, ouverte et suppurante. Il regarda vers le haut. Lucas était toujours là, douloureux, blessé. Et Isabella, où était-elle? Que subissait-elle après qu'il l'ait humiliée et chassée dans la tempête? Alejandro serra le poing. Il ne pouvait pas rester assis là à regretter. Il était Alejandro Rivera. Il était celui qui résolvait les problèmes, et c'était le plus gros problème de sa vie. Il sortit son téléphone. « Prépare la voiture », ordonna-t-il au chauffeur. « Et trouve-moi l'adresse d'Isabella Morales, immédiatement. » Il sortit du manoir. La lumière du soleil brillant lui frappait les yeux. Mais dans son cœur, il n'avait qu'un seul objectif, rendre la lumière à son fils. Même s'il devait s'agenouiller, il le ferait. Que croyez-vous qu'Alejandro fera pour s'excuser auprès d'Isabella? Et Isabella lui pardonnera-t-elle après tout ce qui s'est passé?
Un monde complètement différent de Lomas de Chapultepec, bruyant, poussiéreux. L'odeur de poubelles et de nourriture de rue se mélangeait, le quartier marginal au sud de la ville. La Rolls-Royce Phantom noire brillante d'Alejandro s'arrêta devant un stand de nourriture de rue en ruine. Son apparition fut comme un vaisseau spatial atterrissant sur une planète étrange, faisant s'arrêter tout le monde autour pour regarder. Alejandro descendit de la voiture. Il ne portait plus de costume. Il portait une chemise blanche, simple, avec les manches retroussées. Il avait laissé derrière lui l'arrogance du milliardaire dans la voiture. Maintenant, il n'était qu'un père. Un père écrivant une de ces histoires de millionnaires pleines d'émotions et de regrets. Il la vit, Isabella. Elle était debout à côté d'un grand évier dans le coin du stand, les mains nues, plongées dans l'eau savonneuse froide. Elle portait un vieux tablier, les cheveux rassemblés à la hâte. Ses yeux étaient gonflés et rouges. À côté de ses pieds, il y avait un petit sac de voyage. Elle lavait la dernière série de vaisselle pour prendre le bus de retour vers son village. Alejandro prit une profonde inspiration. Il marcha vers elle. Le son de ses coûteuses chaussures en cuir, frappant le sol en béton fissuré, attira l'attention d'Isabella. Elle leva la tête et ses yeux s'ouvrirent tout grands par la surprise. L'assiette dans sa main glissa. Clink. Mon. Monsieur, bégaya Isabella, reculant, essuyant précipitamment la mousse sur son tablier. Que faites-vous ici? Je n'ai rien emporté d'autre. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. La peur dans ses yeux fut comme un coup de poignard dans le cœur d'Alejandro. Il ne dit rien. Il marcha directement jusqu'à se tenir devant elle, et devant le regard de dizaines d'ouvriers qui déjeunaient, devant la stupeur d'Isabella. Alejandro Rivera abaissa lentement son corps. Ses genoux touchèrent le sol sale et graisseux. Il s'agenouilla. « Monsieur, que faites-vous » Isabella, alarmée, essaya de le relever. « Levez-vous, ne faites pas ça. »« Isabella, » dit Alejandro, d'une voix étranglée, brisée, sans trace d'autorité. « Je me suis trompé du tout au tout. » Il leva les yeux vers elle. Des larmes d'homme roulaient sur ses pommettes fermes. « J'ai été aveugle et stupide. Je t'ai blessé. Toi, la seule personne qui aime vraiment mon fils. Je ne mérite pas votre bonté. Monsieur. » Isabella avait les larmes aux yeux. « Ne m'appelle pas monsieur. » Alejandro secoua la tête. « Je ne suis pas venu ici pour embaucher une employée. Je suis venu ici pour te supplier. S'il vous plaît, sauve ma famille. S'il vous plaît, apprends-moi à être père. » Il saisit la main trempée et gercée d'Isabella. « Mon fils, hier soir, il a crié ton nom. Le premier mot en 3 ans. Ce ne fut pas mon nom. Ce fut le tien. » Isabella se couvrit la bouche, éclatant en sanglots. « Lucas, l'enfant peut déjà parler. C'est cela. Grâce à toi. » Alejandro serra sa main. « S'il vous plaît, Isabella, reviens à la maison avec nous. Lucas a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Isabella regarda l'homme puissant agenouillé à ses pieds, se dépouillant de tout orgueil pour son fils. Elle vit la douleur et l'amour dans ses yeux. Elle acquiesça. 1 heure plus tard. Manoir Rivera. La porte de Roble s'ouvrit. La lumière du crépuscule inonda le vestibule principal. Lucas était assis dans son fauteuil roulant, au milieu du vestibule. La nouvelle infirmière lui avait changé les bandages, mais son visage était toujours triste, les yeux collés à la porte. Il attendait. Et alors, la silhouette familière apparut à la porte. Isabella. Elle entra, toujours dans ses vêtements simples, mais son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Lucas » appela-t-elle doucement. Lucas leva la tête d'un coup. Ses grands yeux s'ouvrirent au maximum. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'enfant ouvrit la bouche, expirant avec force. Il appuya ses 2 mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Les muscles atrophiés de ses jambes se tendirent. Il mit toute sa force, toute sa volonté dans ses jambes faibles. Il tremblait, mais il se tint debout. Alejandro était à la porte, retenant son souffle. Isabella leva la main, lui indiquant de ne pas intervenir.
Lucas se tint droit, pour la première fois en 3 ans. Il fit un pas, vacillant. Le deuxième pas, un peu plus ferme. Il s'élança vers Isabella. Isabella courut, s'agenouilla et ouvrit les bras. Lucas tomba dans ses bras. Les deux se serrèrent fortement. Isabella. Lucas enfouit son visage dans l'épaule d'elle, pleurant inconsolablement. Sa voix était encore hésitante, rauque, mais claire à chaque mot. Isabella. Ne t'en vas pas. Isabella est revenue. Je suis là. Je ne m'en irai nulle part. Je le promets. Isabella pleurait, embrassant les cheveux désordonnés de l'enfant. L'affection entre eux, un sentiment pur et digne d'être chéri, était vraiment le début de l'une des plus belles histoires romantiques. Alejandro était appuyé au cadre de la porte. Il sortit son téléphone. L'écran montrait l'application de surveillance. Il regarda l'image de la famille réunie sur l'écran. Puis, il regarda la réalité devant ses yeux. La vérité était plus belle que n'importe quelle image à travers un objectif. Son doigt glissa sur l'écran. Supprimer l'appareil. Éteindre le système. Confirmer. L'écran du téléphone devint noir. Alejandro rangea le téléphone dans sa poche. Il marcha vers eux. Il s'agenouilla à côté des deux, serrant son fils et sa bienfaitrice. Dans la pièce interdite et froide d'autrefois, il ne restait plus que les pleurs de bonheur et le rire de la renaissance. Les yeux électroniques sur le mur étaient toujours là. Mais ils étaient aveugles. Parce que l'amour n'a pas besoin de surveillance. Il a seulement besoin d'être ressenti. L'ombre du crépuscule s'allongeait sur le sol de marbre, dessinant une image parfaite de la réunion. L'histoire d'Alejandro, de Lucas et d'Isabella pourrait s'arrêter au moment où la maison a ouvert ses portes de nouveau, quand un enfant a cessé de s'accrocher à la peur pour s'accrocher à une main familière, mais son écho, non. Car ce qui reste, ce ne sont pas les larmes, ni la réunion. Ce qui reste est une vérité froide. Le pouvoir peut être très proche de l'amour, mais suffisamment loin pour le blesser sans même le savoir. Alejandro l'avait vu. Il vit le rare sourire de son fils. Il vit une fille pauvre sans diplôme, sans statut, mais qui apportait avec elle ce que tout un système de sécurité millionnaire ne pouvait avoir. Pourtant, au moment crucial, la première chose en laquelle il crut fut le soupçon. Et ce fut ce même soupçon silencieux, logique, apparemment sûr, qui le maintint immobile, quand la compassion aurait dû faire un pas en avant. La tragédie de cette histoire ne vient pas du fait que quelqu'un a été blessé directement. Elle vient d'une chaîne de choix très familier, soupçonner au lieu d'écouter, faire confiance au système au lieu de faire confiance aux personnes, et reporter ce qui est juste en pensant que ce n'est pas encore sûr. Isabella fut humiliée, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle n'avait pas le pouvoir de se défendre. Lucas a dû se taire pendant 3 ans, non seulement à cause de la douleur, mais parce que les adultes autour de lui ont choisi le contrôle au lieu de la compréhension. Et Alejandro, bien qu'il se soit finalement rendu compte de la vérité, doit encore faire face à un prix non remboursable. Il y a des blessures qui ne disparaissent pas quand on demande pardon. Elles sont juste là à nous rappeler que nous sommes arrivés trop tard. Cette histoire ne se termine pas par une victoire complète. Elle se termine par une fissure, dans l'orgueil de celui qui a le pouvoir, et dans la croyance que l'argent peut toujours tout arranger. Parce que la leçon ici n'est pas dans qui est le méchant. Elle est dans une question beaucoup plus difficile. Quand vous avez le choix, en quoi choisissez-vous de croire d'abord? En la personne que vous avez devant vous, ou dans les préjugés qui se sont enracinés dans votre esprit depuis longtemps, bien que ceci soit une histoire de fiction, le soupçon envers la bonté, le silence devant l'injustice, et la façon dont le pouvoir légitime involontairement le dommage, sont des choses très réelles, et elles continuent de se produire chaque jour autour de nous. Notez cette histoire de 0 à 10, et laissez un commentaire commençant par « Je choisis de croire en l'humain avant le pouvoir. Je choisis d'élever la voix au lieu de rester immobile pour ma sécurité. Je choisis de protéger les vulnérables, même quand cela ne m'avantage pas. Merci d'être resté jusqu'aux dernières minutes. Nous nous voyons dans Histoires avec magie, où chaque histoire n'est pas seulement à regarder, mais pour nous refléter nous-mêmes, dans des choix très humains, très réels.